racisme, évidemment, ce n'est pas une mince affaire, et on va essayer d'en parler à la fois à partir de différentes perspectives qui sont un peu plus, on va dire, dans le Nord, et peut-être qu'on essaiera aussi de voir ce qui se passe ici au Maroc, peut-être dans vos questions, et de discuter aussi. Voilà, la question du racisme, est-ce que c'est lié à l'invention de la race? Qu'est-ce que la race? Est-ce que c'est lié à la question de la blanchité? Est-ce que c'est lié à une période historique en particulier? Est-ce que c'est simplement une malédiction, on va dire, européenne ou occidentale? Ou est-ce qu'il y a une dimension universelle du racisme, et toutes les sociétés qui instituent en fait des rapports de domination instituent aussi des rapports de domination basés sur des présupposés raciaux, couleur de peau, religion, langue, etc. Pour commencer, peut-être un mot avec Pascal Blanchard, si tu pouvais nous dire comment on pourrait définir, si on devait donner une définition générique du racisme, de quoi est-il le nom, ce racisme? Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être ici à Marrakech à l'invitation des organisateurs de ce beau festival et de ce premier festival, et qui n'est que le premier d'une longue historicité. Très heureux aussi de retrouver Lilian pour ouvrir ces festivités, et d'un sujet qui, comme tu le dis, est à la fois complexe à définir et évident. On sait tous, il n'y a pas besoin de l'expliquer ce qu'est le racisme. Par contre, l'historicité du racisme, la manière d'arriver à positionner les grandes étapes est toujours complexe et fait l'objet de débats. Dans ton introduction, tu as posé 3 questions que j'ai trouvées intéressantes. Est-ce que le racisme déjà est quelque chose qui est le mieux partagé sur la Terre? Certainement oui, mais sous des formes extrêmement différentes. Car le racisme a une histoire. Et en fonction des pays, des cultures, des époques, ce n'est pas la même historicité. Deuxièmement, ce qu'on peut appeler le racisme tel qu'on peut le qualifier aujourd'hui avec ses fondements dits scientifiques, on arrive assez bien aujourd'hui à le structurer dans le temps. On est entre cette fin du XVIIIe qui commence à élaborer une certaine vision du monde, et pour faire à peu près simple, c'est de définir le monde à travers des populations, classifier et classer ces populations et les hiérarchiser. Et ça, on voit que tout le XVIIIe siècle va le structurer sur des bases et des fondements des premiers écrits du XVIIe, et va faire que le monde commence à se regarder depuis l'Occident à travers une forme de hiérarchisation du monde. Et puis après, il y a la manière dont le racisme va se populariser, ce qui est encore autre chose. C'est comment il va venir légitimer l'esclavage, comment il va devenir un des fondements du colonialisme, comment il va devenir un des terreaux de la xénophobie, comment il va s'emparer des imaginaires pour fabriquer une culture commune, un regard sur soi et un regard sur l'autre. Et ça, c'est le 19e et le 20e siècle. Et puis comment après, des idéologies vont se structurer en partant du racisme. C'est-à-dire que l'esclavage n'a pas eu besoin du racisme pour exister, mais a eu besoin à un moment du racisme pour se légitimer. Le colonialisme s'est totalement appuyé sur le racisme parce qu'il était déjà comme un ferment d'évidence à travers la science dans la société. Et les sociétés ont après popularisé ce racisme à travers un nombre de vecteurs incroyables pour rendre évident ce qui ne l'était pas dans les siècles précédents. Pour faire simple, si on avait interrogé des citoyens lambda dans nos rues en 1800, on leur avait demandé comment le monde s'organisait. Ils nous auraient parlé de riches et de pauvres, d'aristocrates et de gueux. Ils ne nous auraient pas parlé de race. Et si on avait interrogé leurs arrière-petits-enfants en 1900, ils auraient commencé à regarder le monde avec une cartographie de la hiérarchie. Et cette cartographie, nous la questionnons que depuis peu de temps, une cinquantaine d'années. Nous la remettons en question parce qu'il a fallu remettre en question la science, le discours sur la race, les pratiques, et qu'encore aujourd'hui, l'héritage de cette histoire est loin d'être abouti dans la déconstruction. C'est d'ailleurs le sous-titre qu'on avait choisi sur un livre auquel Lilian avait contribué comme d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une culture populaire qui a fabriqué des stéréotypes, des imaginaires qui sont toujours ancrés. On pourrait presque appeler ça des croyances, et donc des pratiques. Et que dans les pratiques au quotidien, et ça c'est un peu le sens de ce que Lilian va expliquer à travers son livre, ça fabrique une culture, ça fabrique des pratiques. Des choses dont on est à peine en train de comprendre qu'on est piégé en fin de compte par une certaine vision du monde, et que cette vision, elle pratique encore aujourd'hui de la discrimination, de la mise à distance, de la peur, de l'angoisse, du regard d'infériorisation sur l'autre. C'est pas une mince histoire, on vient de traverser là en 1 minute 30, 3 siècles d'histoire, qui continue à fabriquer notre présent. Merci beaucoup parce que
pas facile en si peu de temps d'avoir une réponse si précise. Et peut-être, j'en viens avec toi, Lilian, et notamment ton livre, qui peut-être tu peux montrer la pensée blanche, qui est à la fois une réflexion qui s'ancre dans tout ce qui a été dit, mais en même temps qui est... Oui, tout le monde l'a lu. Après, on ramasse les copies à la fin. De toute façon, ils sont obligés... Et en même temps, tu me donnes des choses aussi très personnelles là-dedans. Mais avant de revenir à cette histoire, aux Antilles, à la question du contrôle aussi des corps des femmes, à la question des différentes... la manière dont on va hiérarchiser les couleurs et dont, en fait, certains ne se rendent pas compte qu'ils ont une certaine couleur. Comment tu pourrais définir la pensée blanche? Si on doit dire c'est quoi la pensée blanche, est-ce que d'abord c'est une pensée ou est-ce que c'est une pratique, comme ça vient d'être dit? Alors, tout d'abord, bonjour. Je suis très très heureux aussi d'être là. J'espère que ce festival aura une très longue vie, parce que je pense que c'est très important effectivement qu'on puisse discuter ensemble, réfléchir ensemble sur des sujets comme le racisme par exemple. Je dirais que la première des choses, avant de parler, de dire que je parle d'un point de vue. Parce que chacun de nous, nous parlons d'un point de vue et très souvent, on ne se rend pas compte. Moi, je parle du point de vue d'un homme dit noir. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait très très longtemps, par exemple, que les personnes noires dénoncent la racialisation du monde et le fait d'être infériorisées. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense qu'il est nouveau aujourd'hui, c'est que peut-être les personnes qui ne s'interrogeaient pas sont obligées de s'interroger. Et les personnes qui doivent s'interroger aujourd'hui, ce sont notamment les personnes dites blanches. Parce que dans le livre, j'essaie d'expliquer que nous sommes le fruit d'une histoire. Chacun de nous ici, nous pensons à travers ce que nous connaissons et les histoires qu'on nous a racontées. Et effectivement, la racialisation du monde, ça a donné l'idée que certaines personnes étaient la norme. Et les personnes qui sont éduquées à se penser étant la norme, ce sont les personnes dites blanches. Et donc, pour moi, le livre, c'était très intéressant de dire, je suis devenu noir, par exemple, à l'âge de 9 ans, dans cette classe de CM2 où des enfants m'ont insulté de sale noir. Et moi, je me suis dit, si je suis devenu noir à l'âge de 9 ans, à quel âge on devient blanc? Et en fait, très souvent, les blancs n'aiment pas déjà qu'on les catégorise en tant que blancs, parce qu'ils sentent comme ça comme une certaine agression. Parce que comme dit l'humoriste Fary, très souvent les blancs, c'est eux qui ont l'habitude de faire des groupes. Mais quand on leur dit qu'ils font partie d'un groupe, ça ne va pas. Et donc l'idée pour moi, c'était revisiter l'histoire et expliquer qu'effectivement, lorsque vous parlez du racisme et vous vous posez la question à savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le Nord et le Sud? Moi, en tant que personne noire, je vous dirais qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que je ne connais pas très bien le Maroc, mais je pense qu'au Maroc, il y a sûrement une hiérarchie selon la couleur de la peau. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que les personnes les plus méprisées, ça doit être les personnes de couleur très foncée. Si vous allez en France, c'est la même chose, en Italie, c'est la même chose, en Tunisie, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous analysez l'histoire politique du monde, ça y est, c'est du sabotage. C'est souvent comme ça. Non, mais c'est très souvent. Lorsqu'une personne noire parle du racisme, on coupe la parole. On ne veut pas entendre. C'est l'histoire du monde. D'ailleurs, on rigole, mais il y a des périodes où les personnes noires dénonçaient le racisme, ils finissaient en prison. Il y a des périodes avant, ils étaient pendus. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi repartir. Il y a des trucs bizarres et tout ça. En fait, non, ce qui est très intéressant, c'est que cette hiérarchie, selon la couleur de la peau, en fait, a été une politique monde. C'est ça la réalité. Et donc, il ne faut pas se poser la question à savoir qu'est-ce qu'il y a de différence. Non, c'est-à-dire que l'idée qu'être blanc, c'est mieux, l'idée qu'être blanc, c'est être supérieur, ça fait des siècles que c'est une politique monde. Et donc, si on ne prend pas conscience de ça, on ne peut pas comprendre le racisme aujourd'hui. Et moi, je reste persuadé que la grande majorité d'entre nous, nous savons exactement ce qui se passe. Mais il y a une certaine hypocrisie à ne pas aborder le sujet. Et dans le livre, je fais le parallèle avec le sexisme.
C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que depuis des siècles, on a construit l'idée qu'être un homme, c'était la norme et que c'était les hommes qui devaient prendre la décision. Et je reste persuadé que nous, les hommes, nous savons très très bien ce qui se passe, et je pense que les femmes qui subissent cette oppression des hommes le savent aussi. Comment, excusez-moi? Vous n'êtes pas dupe. Ah, ok. Mais, pareil aussi, c'est-à-dire que lorsque vous allez dénoncer ces oppressions, en règle générale, les personnes qui sont dominantes dans la société, en fait, vont essayer de vous couper la parole ou vous délégitimer. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait ce livre, pour qu'on puisse comprendre que nous sommes éduqués, malheureusement, à reproduire des schémas. On y reviendra. Merci beaucoup. Tu disais, voici ce livre essentiel en images, et il y a tout un travail que Pascal Blanchard fait qui est essentiel. Tu parlais justement de la manière dont ces questions de racialisation, en tout cas de production de hiérarchie basée sur des races supposées, s'est popularisé et qu'elles sont rentrées dans les pratiques. Ici, il y a la question du mot « déconstruire ensemble ». Est-ce que tu peux préciser, c'est quoi ce travail de déconstruction, surtout que, en tout cas dans les médias francophones et français encore plus que seulement francophones, la déconstruction c'est devenu un gros mot comme le wokisme, etc. Est-ce que tu peux mieux nous expliquer à tout le monde c'est quoi ce travail de déconstruction qui passe aussi par les images? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Lilian, puisqu'il est un des auteurs chroniqueurs avec une quinzaine d'autres auteurs et autrices dans ce livre. Ce qu'il vient d'expliquer sur « à 9 ans, je suis devenu noir ». C'est son ressenti. Mais Lilian est tout à fait capable de le rendre tangible. C'est-à-dire que quand je lui ai posé la même question, je lui ai dit « Est-ce que tu peux expliquer ce qui a provoqué chez les autres le fait de te regarder comme noir ?» Et je leur ai demandé à tous la même chose. Abdel Malik, Rachid Benzine, Leila Slimani et d'autres. Et donc il a été me rappeler une série télévisée qui existait à l'époque, qui passait sur TF1, je crois, à l'époque, que tous les enfants de sa classe voyaient comme lui, qui était une petite vache noire au milieu de vaches blanches qui s'appelait la Noiraude et qui était pas très intelligente et qui appelait toujours paniquer son médecin et puis qui sentait qu'elle était un peu différente des autres vaches et qui s'appelait donc la Noiraude et dans lequel on fabriquait indirectement un imaginaire qu'il y aurait une distinction chez les vaches blanches et les vaches noires et donc l'assimilation dans le regard des autres à Lilian au regard de cette petite vache. Il a choisi cette image qu'il a commentée à l'intérieur du texte pour expliquer qu'à un moment le racisme passe par des mots, passe par des discours, passe aussi par des images, et que ces images, elles fabriquent une culture. C'est à la fois extrêmement inquiétant et totalement rassurant. Pourquoi je dis que c'est rassurant? Là encore, je me rappelle d'une exposition qu'on a faite avec Lilian où des parents étaient venus avec leurs enfants et on leur demandait, devant les images des os humains, des exhibitions coloniales, la difficulté qu'ils avaient de regarder ces images et en même temps, quel intérêt c'était de regarder avec des enfants ces images? C'était d'expliquer que le racisme se construit comme une culture, que des images l'ont fabriqué, que des millions d'images l'ont fabriqué et l'ont légitimé, l'ont rendu normal. Et en fin de compte, une des manières d'expliciter aux jeunes, mais aussi aux adultes, tout ce qu'on est en train de raconter qui peut sembler abstrait, c'est de passer par des images extrêmement concrètes. Le racisme, c'est pas juste un tout. Vous avez des préjugés, vous avez des stéréotypes, vous avez des images de discrimination, vous avez des images nazies. Alors, tout le monde va trouver une image nazie comme fondamentalement traumatisante et insultante et elle devrait être proscrite, ce qui est normal. Mais vous avez certaines images humoristiques dont on ne va pas peser le poids qu'elles peuvent être extrêmement traumatisantes pour certains et pas pour d'autres. Je pense que pour tous les jeunes de la classe de Lilian, l'image de la Noiraude n'était pas traumatisante. Et en fin de compte, elle ne l'était que pour lui, qui prenait les effets collatéraux de ce que chacun voyait. C'est-à-dire que si nous n'apprenons pas, parce que nous avons choisi l'image pour rendre explicite ce sujet, mais c'est valable sur quasi tout le spectre du regard posé sur l'autre. Population asiatique, sur l'islam, sur les gitans, sur les roms, sur les africains, sur un grammage de population en fonction de la couleur de la peau, et sur près de 2 siècles à 3 siècles. Vous avez même des images du Moyen-Âge sur les Juifs, par exemple, qui continuent à fabriquer un imaginaire qui va être très loin. Rachid Benzine, quand il choisit l'image qui l'a traumatisé lui, c'est pas la Noiraude qui choisit, c'est Ali Baba à l'affiche avec Fernandel. Et vous vous rendez compte que même l'humour, à sa manière, fait passer et fixer du stéréotype. Et vous vous rendez compte qu'il y a une forme d'échelle de Richter de l'acceptation d'une image que l'on ne va pas forcément trouver violente, voire drôle. Et plus vous montez dans cette hiérarchie, plus vous fabriquez un imaginaire global qui fonctionne en fait.
Il fonctionne parce qu'il rend normal la normale. Il fonctionne parce qu'il rassure celui qui produit l'image. Et tu posais tout à l'heure une question sur est-ce que ce n'est que occidental? À la fois oui et non. Si vous regardez par exemple les images produites en Chine aujourd'hui ou au Japon au début du XXe siècle, vous retrouvez les mêmes stéréotypes sur les autres. Certes, réadaptés à chaque société. Et si vous regardez des sociétés coloniales comme la société brésilienne par exemple, ou l'Afrique du Sud, vous retrouvez les mêmes stéréotypes. Et si vous vous intéressez dans différentes cultures à la peinture, parce que la peinture a existé avant la photo, à la sculpture, vous vous rendez compte qu'il y a des phénomènes anciens, parce que Lilian dit quelque chose qui est très intéressant, les Blancs ne savent pas qu'ils sont blancs. C'est pas simplement parce qu'ils ne veulent pas le savoir, c'est tellement intériorisé qu'ils ne regardent une peinture, par exemple sur la beauté ou l'esthétique blanche, sans se poser la question que c'est un blanc. Et si vous me proposez un personnage noir, ils vont le résumer à un corps noir d'abord qui est montré. Je me rappelle qu'avec Lilian, on nous a demandé de faire la conclusion d'un catalogue pour une grande exposition parisienne qui s'appelait Le Modèle Noir. On a rigolé tous les deux en voulant proposer comme titre Le Modèle Blanc. Et on a vu la tête de tout le monde en face quand on a dit ça. Du genre, mais de quoi allez-vous nous parler? Il n'y a pas de modèle blanc. Ben si, c'est le modèle de référence. Et en fin de compte, ce modèle de référence, il est tellement évident qu'il ne faut surtout pas en parler. C'est très complexe à expliquer. Parce que même si vous êtes devant une salle de classe, par exemple, et que vous demandez aux élèves qui est blanc, il faut être sûr que la moitié des blancs ne lèvent pas le doigt. Soit parce qu'ils ont honte, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils ne se voient pas comme blancs. Donc on a toute une déconstruction à faire, et passer par les images a un avantage. Ce qu'on dit peut être très théorique. Les images, vous ne pouvez pas être d'accord avec l'interprétation, mais elle existe. Quand vous prenez l'image de Banania, elle existe. Elle a existé, elle a produit des choses. Quand vous prenez l'image du gitan voleur d'enfants, couverture de presse du petit journal de 1904, elle existe. Quand vous prenez une image comme Ali Baba dont je parlais, que choisit Rachid Benzine, elle existe. Partir de quelque chose qui existe permet d'expliquer comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne en fin de compte. Non pas sans violence, il y a une violence par l'image, mais sans violence de premier affect. On ne pense pas qu'une image est dangereuse. On commence à le concevoir, ce que je disais tout à l'heure, quand on commence à regarder des images de l'apartheid ou des images du système nazi, ou ce que disait tout à l'heure Lilian, des images de lynchage aux États-Unis. Et quand on commence à comprendre comment ces images sont produites, pourquoi elles sont produites, dans quel espace de culture elles sont produites, on arrive à comprendre comment tout ce qu'on est en train de raconter, en fin de compte, a été construit. Donc la bonne nouvelle de ça, et je terminerai là-dessus, c'est que si ça a été construit, ça peut se déconstruire. D'où le sous-titre « Déconstruire ensemble ». Parce qu'il y a un travail de pédagogie à faire sur ces images, de les rendre intelligibles, de les déconstruire image par image, pour pouvoir justement donner une capacité des gens, aujourd'hui, à comprendre que tout ça, et notamment pour des jeunes, et l'expo où on était extrêmement intéressante pour ça, d'expliquer à ces jeunes enfants qui subissent ces discriminations, de manière concrète, indirecte, c'est de leur dire que comme tout ça a été construit en passant par un cheminement intellectuel, et c'est notre travail à nous, les intellectuels, de le faire, de pouvoir déconstruire ce qui a produit cette vision du monde. Ouais. Les images, c'est très important dans nos sociétés, par ici, sociétés musulmanes d'Afrique du Nord, et au-delà, dans ce qu'on appelle le monde arabe, peut-être un peu rapidement, il faudrait mettre beaucoup de S et de guillemets. La question, effectivement, des images se fait différemment. Elle est plus impactée aujourd'hui, ces sociétés sont plus impactées par les images produites, on va dire, en Europe, au moins depuis la période coloniale, au moins en tout cas depuis le XXe siècle, un peu avant. On est beaucoup plus dans l'oralité, ou alors dans des images qui ne sont pas des reproductions en fait, de visages. Et c'est vrai que la question du racisme, on le retrouve par exemple au Maroc, surtout dans les blagues. Il y a toujours des personnages comme le Azib El-Ela, excusez-moi pour l'insulte, qui revient. Toujours un personnage, alors on peut l'appeler Sahraoui, il vient du Sahara, on peut l'appeler le nègre, on peut l'appeler... Mais il y a toujours un personnage un peu bête qui revient. Les blagues sont vraiment c'est l'humour à double tranchant parce qu'elle institue comme ça l'idée que c'est normal de se moquer des gens qui ont des couleurs de peau différentes. Mais pour revenir à toi, Lilian, et revenir à cette question-là, notamment de ton livre, si tu peux le montrer, La pensée blanche, tu l'as déjà montré, mais il faut toujours remontrer, toujours. Notamment parce qu'il peut s'acheter juste derrière, tu vois. J'ai un pourcentage, c'est pour ça que je dis ça, à la librairie Les Insolites. Voilà. Parce que dans La pensée blanche, justement, tu paraphrases bien Simone de Beauvoir, avec l'idée « on ne naît pas femme, on le devient ». Mais finalement, tu viens de le dire, je ne suis pas né noir, je le suis devenu à 9 ans, mais on ne naît pas blanc non plus, on le devient. Est-ce qu'on est vraiment blanc d'ailleurs? Écoutez, effectivement, pour moi, c'est quand tu parles
d'images. En fait, c'est pas simplement une photo. En fait, l'imaginaire se construit aussi à travers ce que nous pensons. Et pour moi, encore une fois, ce qui est très important, c'est de comprendre le pourquoi du racisme. En fait, pourquoi il y a du racisme. Et comprendre qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est une construction politique. Parce que cette construction politique explique aux gens que c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qu'on puisse exploiter. En fait, ce n'est pas gratuit. Et donc, l'idée, c'est comprendre qu'effectivement, c'est lié aussi à un discours économique. Parce que nous vivons dans des sociétés où, effectivement, très rarement, on essaie de comprendre la violence du discours économique. Et la violence du discours économique, c'est accepter l'idée qu'il y ait des gens qu'on puisse exploiter, qu'on puisse maltraiter pour faire de l'argent. Et lorsque vous parlez de la hiérarchisation selon la couleur de la peau, moi je pense que c'est très important de comprendre que le départ c'est ok, les noirs sont inférieurs, les moins capables, mais c'est pour légitimer l'accaparement des richesses de l'Afrique. Et aujourd'hui aussi, nous sommes dans ce discours où en fait vous pouvez violenter certaines personnes. Vous pouvez délégitimer certaines personnes, mais avant tout pour pouvoir mieux les voler. Parce que je pense que nous devons être clairs sur, en fait, pourquoi le racisme. C'est pas anodin, en fait. C'est qu'on peut exploiter des gens, c'est-à-dire le sexisme, c'est pas anodin. C'est pour pouvoir exploiter les femmes. Et je reste persuadé que nous devons avoir le courage, effectivement, de regarder l'histoire en se détachant des groupes identitaires où l'histoire nous a placés, pour pouvoir avoir un regard d'être humain sur l'histoire. Et donc peut-être si nous avons ce regard-là, effectivement, je pense que nous allons pouvoir peut-être plus facilement construire des politiques de solidarité dans nos pays. Parce que je pense que la meilleure façon de combattre le racisme, c'est promouvoir l'égalité au sein de nos sociétés. Mais vous savez, si le racisme perdure dans les sociétés, c'est qu'il y a des gagnants. C'est ça la réalité. Et ceux qui sont gagnants préfèrent, en fait, lorsque la discussion commence, parfois à un moment, s'écarter la discussion ou vous dire, quand même, aujourd'hui c'est mieux que hier quand même. Ou bien, en fait, dans mon pays, il n'y a pas de racisme. Parce qu'en fait, vous défendez un groupe. Si vous parlez sérieusement avec des personnes du Maroc, à un moment donné, c'est sûr que la personne dit « Ouais, mais ici, il n'y a pas de racisme. » Vous savez, en France, il n'y a pas de racisme. Et d'ailleurs, en France, en fait, il n'y a que des problèmes d'ordre social, en fait. Et je crois que la meilleure façon pour avancer, c'est acter qu'il y a du racisme dans nos sociétés et qu'effectivement, nous devons en discuter et que ça dure depuis trop longtemps et aussi percevoir le fait que très souvent, il y a beaucoup de gens qui se pensent dans une certaine forme de neutralité. Sachez que dans ces discussions, la neutralité n'existe pas. Si vous êtes neutre, ça veut dire que vous cautionnez le fait que ça continue. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il est important de donner des connaissances pour que les gens puissent percevoir le racisme et comprendre que lorsqu'on parle du racisme, très souvent, en fait, on ne parle pas des individus. On parle de ce que vous représentez. Et c'est cette représentation qu'il faut questionner et qu'il faut avoir le courage, effectivement, à un moment donné, de se dire « Je vais pouvoir enlever ces masques identitaires que nous portons pour réfléchir à voir comment nous pouvons construire des sociétés plus justes. » Mais très souvent, les gens se sentent agressés lorsqu'on parle du racisme. Moi, je suis français. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes en France qui vont nier le racisme. Sachant qu'encore une fois, la grande majorité des gens, en France par exemple, sont gagnants. Parce que si on discrimine les personnes non blanches, ça veut dire que si vous êtes blanc, vous êtes avantagé par le racisme. Est-ce que tu peux juste revenir sur la question que je te posais, parce que justement elle nous concerne aussi au Maroc, parce que la question du colorisme, la question de s'identifier, par exemple, la question de la beauté au Maroc, notamment pour une femme, plus elle est blanche, plus on va dire elle est laiteuse, plus elle est censée être plus belle, etc. Ici, justement, pourquoi des gens ne se sentent pas blancs, ne se considèrent pas comme blancs? Tu as donné une grande partie de l'explication,
avec la question des statuts sociaux, de l'accaparement des richesses, mais il y a des anecdotes assez croustillantes dans ton livre. Est-ce que tu peux revenir sur cette blindness, cet aveuglement au colorisme? Mais en fait, moi, je pense que les gens ne sont pas vraiment aveugles. Moi, je pense que les gens ne veulent pas se l'avouer. Moi, je suis un homme, d'accord? Ici, il y a des hommes. Je pense que les hommes, nous savons très bien la relation qu'il y a entre les hommes et les femmes. On ne va pas se l'avouer, mais nous le savons très bien. C'est-à-dire que parfois, nous sommes en couple et on sait très bien qu'il y a des choses qu'on pourrait se lever et faire, mais qu'on ne se lève pas, on ne le fait pas, parce qu'on sait que, en fait, la femme va finir par le faire. Et donc, c'est pour ça que je dis que je reste persuadé que, plus ou moins, nous savons ce qui se passe. Et les personnes de couleur blanche, plus ou moins, savent très bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'en fait, parfois, c'est difficile de discuter, parce que, en fait, en face, vous ne savez pas à quoi répondre, et surtout, vous vous sentez agressé. Après, tout à l'heure, quand je disais par rapport à la beauté, mais vous savez, en France, jusqu'en 1950, je crois, Pascal, tu me diras, dans les écoles, on disait qu'il y avait une race parfaite qui était la race blanche. 1958. 1958. Et ma mère est née en 1947. Donc ça veut dire que vous êtes éduqués à travers ça. Et vous savez, dernièrement, j'ai été au Ghana, j'ai traversé le Togo et j'ai été au Bénin aussi. Et sur la route, il y a des panneaux publicitaires qui invitent les femmes noires à se blanchir la peau. Parce que quand vous vous blanchissez la peau, vous devenez plus belle. Mais la réalité, c'est que peut-être que les hommes noirs préfèrent les femmes claires de peau. Et donc vous voyez bien qu'en fait, ça raconte une histoire du racisme. Lorsque j'étais plus jeune, je discutais avec ma maman des problèmes de racisme. Elle me disait, mon chéri, tu sais, lorsque moi j'étais plus jeune, on nous disait que ce serait mieux de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire, pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Donc en fait, c'est pour cela que je dis qu'en fait, c'est une culture monde, parce que le racisme est basé sur une politique, en fait, qui dit quelque chose de très, très simple. C'est que être blanc, c'est être supérieur. Donc à partir du moment où vous vivez dans ce monde, que vous soyez non blanc, vous intériorisez aussi ce discours. Je vais vous parler de quelque chose de très intime. Lorsque j'étais jeune joueur de foot à l'AS Monaco, et je n'avais pas le permis, et je demande à des amis, est-ce que vous pouvez m'accompagner à l'aéroport chercher ma copine? Et donc on part à l'aéroport de Nice, nous sommes à l'aéroport, et je dis, tiens, elle arrive là, c'est ma copine. Et les mecs qui se retournent vers moi et me disent, ta copine, elle est noire? Vous imaginez? C'est-à-dire que moi, je suis noir. En règle générale, les noirs sont avec des noirs, les blancs avec des blancs, les musulmans avec des musulmans. C'est comme ça en règle générale. Mais comme j'étais joueur de foot, ils ne comprenaient pas qu'en fait, ma copine était noire. Et par exemple, certains joueurs me disaient, en grandissant, ah ouais, Tutu, il aime les noirs. En fait, pour eux, c'est pas possible. C'est-à-dire que mais, le mec presque... Vous savez, une fois, quelqu'un m'a dit quelque chose. Quelqu'un m'a dit, mais, dis-moi, Tutu, toi, t'as que des femmes noires. T'es raciste. En fait, ça veut dire que on va venir vous dire à vous que c'est pas normal, en fait. Parce que toi, tu devrais avoir une femme blanche. Parce que t'es joueur de foot, t'as de l'argent. Donc, qu'est-ce que tu fais avec une femme noire? Et donc, c'est ça qui est très intéressant dans les discours et qui cache un profond mépris pour les personnes de couleur noire. Et parfois même, il y a des personnes de couleur noire qui intériorisent ce mépris, mais en fait, sans se rendre compte, parce que c'est le sens de l'histoire. Et dans le livre, effectivement, je raconte des anecdotes parce que c'est très intéressant. Une petite anecdote pour montrer à quel point ça se cache dans des détails. Lorsque j'étais joueur de foot, parfois on restait après l'entraînement pour faire des étirements. Et très souvent, il y avait un joueur qui me le disait très souvent, il me disait, tu sais quoi, Tutu,
avec mon intelligence et tes capacités physiques, je serais trop fort. Lui ne comprend pas ce qu'il me dit. Mais c'est très intéressant. C'est pour ça que je dis que analyser les choses, mais par le prisme de comprendre que c'est tout à fait compréhensible, parce que le monde moderne s'est construit sur cette hiérarchie, eh bien, on peut parler tranquillement et analyser les choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Des fois, les anecdotes, ça vaut beaucoup de livres. Je prêche contre ma paroisse, désolé, mais des bonnes anecdotes. En tout cas, pour revenir, cher Pascal Blanchard, sur tout ce travail que tu fais, tu as aussi travaillé sur la question de l'orientalisme, pour continuer sur cette veine, et on voit bien que dans la question du racisme et de la racialisation, on a la question des hiérarchies sociales, mais on a bien sûr la question des hiérarchies sexuelles. En tout cas, dans l'orientalisme, il y a une forme d'obsession du corps féminin en particulier, la sexualité des Arabes en général, et tu l'as bien montré, mais d'où vient cette obsession ? En même temps que se construit cette hiérarchisation du monde, comme Lilian vient de l'expliquer, se construit aussi un regard sur le corps et la corporalité. Je dis toujours, pour expliquer notamment à des jeunes élèves l'importance de la chromie et du discours, à un moment, la chrétienté a changé les Christs dans les églises. Ils étaient trop foncés. Et à partir du XIVe siècle, le Christ devient blanc. À la fin du XIVe siècle, le pape s'habille en blanc. Et pendant tout le XVe siècle, les anges sont tous blancs. Je vous le rassure, avant, ils n'étaient pas forcément blancs. La chromie n'est pas neutre. Regardez les images des croisades, peintes bien après les croisades, et vous découvrirez que la blancheur n'est pas neutre dans l'image de la croisade. Et bien, dans le regard sur les corps, c'est pareil. En même temps que se construit cette hiérarchie, elle se construit aussi sur une forme d'exotisme, sur des corps qui peuvent, dans le cadre notamment de l'espace colonial, on ne conquiert pas simplement les terres. On conquiert aussi les corps. Et si on avait interrogé les Occidentaux, dans leur grande généralité en 1900, et qu'on leur avait demandé les rues de Marrakech, les rues de Tunis, les rues d'Alger, les rues du Caire sont comment? Ils vous auraient décrit des pierres, des bâtiments et des moresques. Et des moresques au sein nu. Et si on leur avait dit, mais vous trouvez normal que dans un pays musulman, il y ait dans la rue des femmes au sein nu? Ah, ils se seraient questionnés. Mais à l'époque, on ne se questionne pas. Les moresques au sein nu représentent 4% des 78 millions de cartes postales produites sur le monde arabe par an. 4%, ça vous paraît peu. Sauf qu'à l'époque, une carte postale n'est pas mise dans une enveloppe. Elle arrive directement, elle traverse les postes. Le petit enfant peut la récupérer à la porte quand le postier arrive et la donner à sa grand-mère ou à son grand-oncle. Bien entendu, il est inconcevable à l'époque d'avoir une femme nue, blanche, sur une carte postale. Mais une femme venant du Maghreb, d'Afrique noire ou d'Asie, il n'y a aucun problème. Et donc on habitue le regard à ce qu'il y aurait, et qui attendent d'une certaine manière lascive et passive, comme dans le harem, donc elles seraient sorties du harem et elles occuperaient les rues. Ouvrez n'importe quel ordinateur, tapez moresque au sein nu et vous allez voir défiler des dizaines de milliers d'images. Cette vision orientaliste qui se retrouve dans la peinture, qui se retrouve dans les récits, qui se retrouve dans les couvertures de livres, qui se retrouve dans les couvertures de magazines, n'est en rien censurée. Elle est comme partie prégnante du paysage. Mais si tu résumes ça à une analyse basique, il y a donc des pays dans lesquels des femmes au sein nu attendent qui? Le colonisateur. Et d'ailleurs, sur toutes les affiches de recrutement militaire, tu as le cactus, le chameau et la moresque. Et avec la phrase « engage-toi, engage-toi dans la coloniale ». C'est le cadeau offert aux militaires qui s'engagent dans la colonisation. Tu fabriques donc un corps qui n'est pas dans la norme, qui est un corps qui est destiné à servir, et ce corps, il est associé ou assimilé à une population. Si tu prends les images sur l'Afrique occidentale, c'est pareil. Si tu prends les images sur l'Indonésie, par exemple, ou l'Indochine, ou l'Inde britannique, tu retrouves des figurations à l'identique. Et si tu remontes dans le temps, ce qu'on a fait dans un ouvrage « Sexe, race et colonie », dès les conquistadors, dans les premiers dessins, tu as d'un côté le cannibale dangereux qu'il faut tuer et la femme lascive que l'on peut prendre. Cette construction, elle participe tout autant au racisme que ce que vient d'expliquer Lilian. Et elle fabrique l'histoire qu'il vient de nous raconter. C'est-à-dire un regard particulier sur la femme blanche qui fait elle-même partie de cet imaginaire. Je rappelle que dans l'histoire de la Color Line aux États-Unis, et qui aboutit au lynchage de plus de 6000 Afro-Américains sur le sol des États-Unis entre la fin de l'esclavage et les années 60, dans 93% des cas, ces jeunes noirs ont été accusés
de soi-disant crimes sexuels. Je rappelle qu'un crime sexuel, c'est des fois regarder juste une femme blanche. Ce qui est la color line absolue, qui est la ligne de fracture, je dirais, qui marque le monde du racisme. Donc on voit bien que là, la corporalité, la sexualité, l'orientalisme, l'exotisme, et je le dis, on peut très bien trouver fantastiquement belle une peinture du 19e orientaliste. Il n'y a pas de problème. Mais elle est la première marche qui construit, par exemple, un monde dénudé, d'un monde qui s'offre au regard de l'Occident. La deuxième marche, ça va être cette prostituée qui va attendre dans les rues. La troisième marche, ça va être une image extrêmement pornographique, jusqu'à arriver à une graduation d'images que l'on trouve aujourd'hui totalement scandaleuses, par exemple de petites filles, mais qui à l'époque n'étaient pas diffusées comme de la pornographie, mais qui étaient des cartes postales qui circulaient librement. Et tout ça fabrique un imaginaire collectif qui est parfaitement en association avec ce que vient d'expliquer Lilian. Et une croyance, le plus incroyable, c'était que ceux qui partaient, qui faisaient le voyage vers l'Orient, étaient extrêmement peu nombreux. Je rappelle que le nombre de Français qui ont connu les colonies avant la guerre d'Algérie sont extrêmement réduits, sont moins de 3%. Je ne parle pas de ceux qui vivaient dans les colonies. C'est-à-dire que les gens ne regardaient pas un réel, ils ne connaissaient pas les rues de Tunis, ils ne connaissaient pas les rues de Dakar, ils ne savaient pas comment était Hanoï. Ils regardaient les images. Et par les images, ou les expositions universelles, ou les os humains. Et ce qu'ils voyaient, ils le prenaient pour vrai. D'abord parce qu'il n'y avait pas de contre-image, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le voyage pour dire ce que je vois est faux. Et on a fait une exposition avec Lilian sur les os humains au musée du Quai Branly, les gens ont cru ce qu'ils voyaient. Ils ont cru ce qu'ils voyaient parce qu'il y avait une forme de cohérence. Quand ils allaient à l'Expo universelle, ils avaient le sentiment que ce monde leur appartenait et que c'était la réalité du monde. Quand ils voyaient les images, ils pensaient que ces images étaient vraies, comme nos enfants aujourd'hui qui scrollent sur Internet. La mise à distance d'une image et le doute sur une image n'est pas un phénomène naturel. Nous commençons d'abord par croire ce que nous voyons. Ce que nous voyons est vrai. Et si la répétition du vrai, à un moment, est incroyablement mécanisée, eh bien nous pensons que ce monde du faux, en fait, du fake, domine le monde du réel. Et si on ne peut pas aller voir de l'autre côté du miroir oriental ou exotique, eh bien on prend ces images comme elles sont. Et ça a concerné plusieurs générations de Français. Et Lilian racontait une anecdote, je vais en raconter une très simple. Ma grand-mère, paix à son âme, bretonne, du haut de sa Bretagne, donnait tous les week-ends son franc en étant persuadée qu'il fallait sauver des ténèbres les petits Africains, via les pères blancs qui travaillaient sur la Volta Blanche. Et elle était persuadée qu'elle était en train de les sortir des ténèbres pour les amener vers la lumière. Pourquoi? Parce que tout le discours missionnaire était de raconter que l'Afrique était dans les ténèbres et que la chrétienté allait amener la lumière. Elle n'a jamais été en Afrique, elle n'a jamais connu un Africain, je présume, de sa vie, et elle était persuadée de faire le bien. C'est qu'en plus tout ça s'inscrit dans une cohérence d'objectifs. Comme le dit Lilian, s'il y a des discriminations, c'est qu'il y a de l'intérêt. S'il y a un discours qui est tenu sur le corps de l'autre, c'est qu'il y a quelque part une forme de mise en espace de ce qu'a été l'action coloniale. Les gens pensent toujours que l'action coloniale se réduit à l'occupation de terres pour les exploiter. Oui, mais elle compose encore beaucoup d'autres éléments de la gamme de la domination. La conquête des corps a accompagné toute l'histoire coloniale, et je vous le rappelle que dans la plupart de la chute des empires, portugais, espagnols, français, britanniques, la domination sur les corps s'est accompagnée de violences sexuelles au moment des décolonisations, dont les travaux commencent à peine à mesurer l'ampleur. Quand on a quitté les colonies, comme disent les Occidentaux, il n'en est pas parti en ne laissant pas indemnes les corps. Et quels sont les corps qui ont subi quelque part ce départ? C'est le corps des femmes. Et cette histoire, elle accompagne toute l'histoire coloniale. Alors, vous savez, depuis que mes enfants sont tout pétus, parce que j'ai deux garçons qui font du foot, en fait, j'essaie de leur expliquer le monde, et notamment le racisme. Et depuis enfant, j'essaie de leur dire, voilà, peut-être qu'en grandissant, vous allez rencontrer des personnes qui vont mettre en doute vos capacités, notamment vos capacités intellectuelles, parce qu'ils vont avoir des préjugés sur votre couleur de peau. Et je leur dis, n'oubliez jamais que c'est pas vous qui avez un problème, que ce sont les autres. Parce que pour moi, ce sont les racistes qui ont un problème. Mais par contre, il faut faire très attention, il faut dénoncer le racisme, parce que le racisme, c'est de la violence. C'est-à-dire, c'est qu'on peut se permettre de tuer des personnes. Parce que lorsqu'on parle du racisme ou qu'on parle du sexisme, très souvent, les gens oublient que c'est de la violence pure. C'est-à-dire que ceux que vous représentez peuvent être détruits. On peut vous tuer.
Et je pense que mes enfants essaient de comprendre qu'eux aussi auront à dénoncer le racisme et à changer la société. Parce que moi, je reste persuadé qu'il faut éduquer les personnes qui subissent les discriminations à comprendre que c'est à travers eux que les choses vont changer. Et qu'en règle générale, lorsqu'on écrit l'histoire, on laisse entendre que le changement vient par des décisions politiques, par les dominants, et que c'est ces personnes-là qui vont changer. Moi qui suis antillais, par exemple, je raconte l'histoire de l'esclavage à mes enfants, et je leur dis en fait que l'abolition a été gagnée par les esclaves. Et en France, par exemple, on va vous expliquer que c'est la France qui a mis fin aux abolitions sans dire qu'en fait c'est un pays esclavagiste. Et donc pour moi c'est très important d'éduquer mes enfants à comprendre cela. Et lorsque, encore une fois, vous êtes dans un stade et que des gens font le bruit du singe, dernièrement il y a un joueur espagnol qui a été traité de sale singe, en fait ça dit beaucoup plus sur les personnes en fait qui insultent. Et les personnes qui insultent veulent rappeler qu'être blanc, c'est mieux. C'est-à-dire que je suis supporter, toi, tu es joueur de foot, tu gagnes de l'argent, tu es connu, mais je reste mieux que toi parce que je suis blanc. Et je crois que lorsque vous avez compris qu'effectivement, que ce sont ces personnes qui ont un problème, vous pouvez vivre plus facilement et surtout, vous pouvez dénoncer les choses. Parce que je reste persuadé que, je dirais qu'il faut apprendre à connaître l'histoire. Et en règle générale, très souvent, ceux qui défendent le système raciste, en fait, ont peur de la réalité historique. Et donc, il faut rectifier cette réalité historique. Voilà. Alors, tout d'abord, quand vous dites qu'il y a des priorités, d'accord, par rapport à la pauvreté, l'analphabétisme, en fait, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y a des gens qui comprennent la violence du racisme très rapidement. C'est-à-dire, je vous dis, la violence que j'ai subie à 9 ans, en fait, il faut savoir que c'est un traumatisme. Très souvent, quand vous subissez le racisme, c'est un traumatisme que vous portez en vous. Et ce traumatisme, c'est super dangereux, parce qu'en fait, ça vous empêche de développer la chose la plus importante pour un individu, l'estime de soi. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est ce qui fait la différence dans votre parcours personnel. Donc, ça dépend du point de vue. Après, comment l'école combat le racisme? Je dirais que la vraie question, c'est comment l'école construit et fait perdurer le racisme dans la société. Peu importe où je vais, que ce soit n'importe quel pays, ça pourrait être au Maroc, en Chine, il y a une question que je pose aux enfants. Je dis aux enfants, dites-moi, est-ce que vous connaissez Christophe Colomb? Et les enfants, ils me disent, ouais. Je lui dis, mais c'est qui Christophe Colomb? Ils me disent, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Je dis aux enfants, ok, super, fermez les yeux. Imaginez que vous êtes sur le bateau avec Christophe Colomb, que vous arrivez dans les Amériques. Je leur dis, mais dites-moi les enfants, est-ce que vous voyez les gens sur la plage? Les enfants me disent, ah ouais. Je dis, mais les gens sur la plage, est-ce qu'ils disent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Non. Mais est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire racontée du point de vue des gens sur la plage? Non. Ça, c'est du racisme. Parce qu'en fait, vous conditionnez les enfants à penser que les autres existent quand le monde européen, quand le monde blanc arrive. Mais l'histoire racontée, reproduit le racisme. Lorsque, par exemple, on parle de la civilisation égyptienne, par exemple, dans les écoles, la grande majorité des gens sont persuadés que c'est des blancs, par exemple. Et lorsque vous racontez l'histoire des populations noires, très souvent, dans le cadre scolaire, l'histoire commence à travers l'histoire de l'esclavage. Et dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que l'histoire des populations noires commence après l'esclavage. Mais vous vous rendez compte, le traumatisme, ce sont des anciens esclaves. Et donc, effectivement, l'école reproduit des schémas qui confortent l'idée qu'il y a une hiérarchie selon la couleur de la peau, sans que ce soit dit clairement. Et donc, je pense qu'effectivement, que ce soit au Maroc, un peu partout, il faut questionner ce qu'on apprend aux enfants et essayer de raconter d'autres histoires. Voilà.
Merci. Juste peut-être pour répondre sur la question du Maroc et le fait qu'il y ait d'autres problèmes économiques, parce que c'est un peu ma spécialité, on va prendre la question de l'hospitalité, et je le fais très rapidement. L'hospitalité marocaine qui est censée être quelque chose d'important, sauf qu'elle repose essentiellement sur la capacité de faire travailler certains corps plus que d'autres, particulièrement les femmes. Et évidemment, quand on est dans une maison bourgeoise, les femmes et certains types de femmes. Et si vous prenez toutes les maisons bourgeoises, Rabat ou même Casa, etc., vous allez trouver, quand il y a des femmes de ménage, qu'on appelle comme ça, des femmes qui sont plutôt issues d'une région du Maroc, ou même si elles habitent en ville, et qui sont plutôt d'une certaine couleur de peau. Donc quand même, on associe quelque chose qui fait partie même d'un produit touristique, même l'hospitalité marocaine, sur la capacité à contrôler le corps et certains corps. Donc bien sûr, on ne s'interroge pas sur le racisme parce que ça nous convient. On trouve que c'est bien comme ça. On était habitués. J'ai même entendu des gens qui disent « Ma dada, c'est comme ma mère. Ma dada, c'est une esclave. Petite fille qu'on allait acheter au marché. » Et on dit « Oui, mais j'aime beaucoup. Je fais même un livre de cuisine, la cuisine de la dada. » Oui, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire au Maroc. Beaucoup, beaucoup. Tu poses, pour résumer la question dans sa problématique plus globale, et cette expo est un très bon exemple que tu as cité, puisque moi j'étais très dérangé, j'ai trouvé cette expo extrêmement intéressante et très dérangé pour faire des commentaires qu'on m'avait demandé dans la presse dessus. Et pour te dire, j'étais très lâche, j'ai refusé de commenter l'exposition. Il y a une ambiguïté. Et l'ambiguïté, je vais essayer de la résumer en 2 mots. Peut-on montrer les images coloniales pour déconstruire l'imaginaire colonial, sans forcément utiliser la déconstruction par des artistes du contemporain sur ces images, ou doit-on systématiquement proposer un contre-regard contemporain d'artistes eux-mêmes figurés dans ces images coloniales pour traiter ces images du passé? Premièrement, je n'ai pas la réponse. Désolé. Deuxièmement, je pense que les 2 méthodes sont pertinentes. Je m'explique en quelques secondes. On l'a fait avec Lilian, quand on a montré l'image des os humains, on s'est beaucoup questionné. Et des fois, on s'est même engueulé. Et heureusement, on était 3 commissaires. Et comme on était 3, on pouvait voter. Et démocratiquement, il a gagné d'ailleurs plus souvent que moi, parce qu'on n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'on peut ou pas montrer? C'est un premier niveau. Tout ne peut pas se montrer en fonction du public qui va le regarder. Mais on a choisi dans cette exposition de montrer des choses qui se décryptaient dans leur contexte de l'époque. Et à la fin de l'exposition, Lilian avait choisi de faire travailler un objet artistique pour la déconstruction dans le présent des stéréotypes actuels. C'est le choix qu'il avait posé. Et je l'ai validé parce que je trouvais que c'était une très bonne idée de laisser le public regarder les images, expliquer, contextualiser, analyser, mais sans contre-image pendant le parcours de l'exposition. Et il y avait plus de 1000 documents présentés sur les os humains. Et les documents sont brutaux, beaucoup plus brutaux et violents que ce que tu as vu dans l'exposition à Beaubourg. Et dans le même temps, la pédagogie de faire travailler des artistes contemporains qui vont africains, vietnamiens, laotiens, maghrébins, antillais, américains, brésiliens, sur ces images de domination, sur ces images coloniales, est aussi féconde. Les 2 me semblent pertinentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Tout dépend, pas simplement de l'intentionnalité des commissaires d'exposition, par exemple. Tout dépend de la manière dont on veut amener le public à déconstruire les images. Le dialogue, le commentaire, les textes, l'explication, la conférence peut aussi être une source de déconstruction de l'image. Et je le dis avec une force incroyable. Je pense que, d'abord, cette exposition n'aurait certainement jamais eu lieu au musée du Quai Branly si je ne l'avais pas fait avec Lilian. Que le fait que Lilian ait fait l'exposition, des tas de gens sont venus revoir l'exposition, étaient des primo-visiteurs au musée, parce que c'était Lilian qui portait le discours, et qu'il se disait, si M. Thuram a regardé ces images en face, les regarder en face, c'est une manière de prendre le pouvoir sur ces images. Et ils n'avaient pas besoin d'artifice artistique pour le faire. Mais on aurait pu, ce que j'ai fait par exemple là dans une expo à l'Africa Museum à Bruxelles, demander à des artistes contemporains, et notamment un très grand artiste qui a fait une fin d'exposition géniale puisqu'il a inversé l'histoire du stéréotype des os humains, où on voit des Rwandais en train de couper un corps blanc pour arriver à comprendre ce que sont les Blancs. Et les gens ont pris ça au premier niveau au départ avant de comprendre que c'était une œuvre artistique. Hein. Ils ont cru que ça avait vraiment existé parce qu'il en avait rendu ça kitsch dans les années 60. Donc je pense qu'en fait, il n'y a pas de réponse absolue. Les 2 méthodes sont possibles, tout dépend du cheminement que tu proposes. Et les 2 sont fécondes, en fait. Et elles doivent, pour moi, s'accompagner l'une à l'autre dans le travail de pédagogie qu'on fait de déconstruction du passé. Ce qui m'a choqué dans l'exposition, enfin choqué, questionné dans l'exposition que tu as vue des cadrages colonial, c'est que j'ai trouvé qu'ils mettaient sur le même plan, et ça aussi ça doit se questionner, des contre-images de l'image officielle de l'exposition coloniale de 31, qui pour tout le monde, je le rappelle,
L'Expo de 31 à Paris, c'est 33 millions de visiteurs. C'est le premier événement au XXe siècle. Il y a eu plus de gens à l'exposition de 31 que de gens dans la rue pour la victoire de Lilian Thuram en 1998. Je sais, pour sa modestie, il va être obligé de l'assumer. Ils ont fait plus fort, Lilian. Et donc, ce que je veux dire, cette expo, elle a tellement été massive que ces contre-images, les mettre côte à côte, fait débat. C'est pour ça que je n'ai pas écrit sur cette expo. Parce que tu mets en relief une image vue des millions de fois d'une image très peu vue. Ont-elles la même valeur? Je ne crois pas. Aujourd'hui, oui, pour déconstruire, mais elle donne le sentiment qu'à l'époque, il y avait une puissance de l'image équivalente. Alors, pour ce qui est d'humour race, moi je pense qu'il faut expliquer les choses. Il ne faut pas éliminer. Peut-être éliminer dans la Constitution, mais pas éliminer dans le dictionnaire quand même. C'est-à-dire qu'il y a des mots qu'il faut donner des explications, et je pense que c'est très important qu'on puisse comprendre l'histoire des mots. Ça me paraît quelque chose de très important, et donc voilà. Après, moi je pense qu'il faut de plus en plus parler clairement et dire les choses. Parce que des gens qui arrivent effectivement à blanchir leur peau pour exister, parce que c'est ça, c'est-à-dire que vous avez plus de facilité sociale, mais je pense que c'est lié aussi parce qu'ils ont comme norme le monde occidental. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut changer. Quand, par exemple, hier, on dit, oui, c'est la première fois qu'on se rencontre entre Africains, parce que d'habitude, on se rencontre à Paris ou à New York. C'est pas anodin. Parce que, en fait, très souvent, les gens sont éduqués à penser qu'en fait, que là-bas, c'est mieux. Qu'il faut vivre. Et en fait, on ne se connaît même pas soi-même. Et donc, je pense qu'il faut, à travers l'éducation, notamment à l'école, nourrir les enfants pour que les enfants puissent se regarder autrement. Je vais vous montrer juste une carte. Regarde. Comment? Ah, la carte est à l'envers. Ah, excusez-moi, je suis désolé. Vous préférez comme ça? C'est mieux. Ouais, c'est mieux. En fait, ce qui est très intéressant, que ce soit avec des adultes ou des enfants, quand je montre cette carte, tout le monde me demande de retourner la carte. Et je dis, mais est-ce que vous avez déjà vu un ballon de foot? Est-ce qu'on peut dire qu'un ballon de foot est à l'envers? Non. Mais la Terre, c'est exactement la même chose. Tout est une question de point de vue. Et sur les cartes traditionnelles que vous connaissez, très souvent, les gens n'ont pas conscience que l'Afrique est rétrécie, que l'Europe est agrandie, que l'Amérique du Nord est agrandie. Et l'Afrique est tellement rétrécie qu'on a l'impression, sur les cartes traditionnelles, que la Russie serait plus grande que l'Afrique. Et donc, moi, je pense que tout est une question de point de vue. Et tant que l'Afrique ne va pas se réapproprier son histoire, ancrer dans son histoire, en fait, vous aurez ces problèmes-là. Parce que nous sommes tous éduqués à travers un prisme, et que j'appelle la pensée blanche. C'est-à-dire qu'être blanc, c'est mieux. Mais c'est tous les jours que les enfants sont éduqués à penser ça. C'est tous les jours que parfois, même les parents éduquent les enfants comme ça. Et donc, il faut se réapproprier son histoire. Et c'est pour cela que la première des choses, pour moi, pour se réapproprier l'histoire, c'est comprendre que le monde moderne s'est construit sur l'idée qu'être blanc était supérieur. Et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas, on ne peut pas s'en sortir. Donc il y a des discours qu'il faut totalement rejeter. Totalement rejeter. Il faut reconstruire l'histoire. Il faut reconstruire la nourriture pour nourrir nos enfants avec des choses qui vont participer à leur estime d'eux-mêmes. Parce qu'il faut quand même avoir une très mauvaise estime de soi-même pour que quelqu'un de foncé veuille devenir blanc. C'est juste surréaliste. Et donc je pense qu'effectivement, c'est à travers justement des discussions et de questionner vraiment. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement présent. Le monde moderne s'est construit là-dessus. Donc si on veut s'échapper, il faut avoir le courage de parler clair et fort et de se nourrir de choses qui vont nous permettre d'être forts
se sentir belle, fort, intelligente et qui n'ait pas ces problèmes-là, parce que c'est vrai que c'est dramatique. Voilà. Pour répondre à ce que madame et monsieur disaient tout à l'heure sur l'école, ces questions ont beaucoup de mal à rentrer en France, au sein de l'éducation nationale. D'abord parce qu'elles font peur, deuxièmement parce qu'elles perturbent une grande manière de penser l'histoire, troisièmement parce qu'elles interrogent, comme toute société, la société française, comme les autres sociétés, sur ce qu'elle est, d'où elle vient et son histoire. C'est pour ça, je retiendrai un point, parce qu'avec Lilian, c'est un des points sur lesquels on s'est retrouvés depuis maintenant quelques années, mon ami, c'est de comprendre que par l'histoire, on a un travail pédagogique à faire sur les élèves, avec les jeunes notamment, qui est essentiel pour leur proposer de regarder cette histoire différemment. C'est à la fois positif et négatif, mais ça prend beaucoup de temps de déconstruire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une seconde. Il y a autant de pédagogie, d'enseignement, de savoir, d'explications à donner pour justement accompagner les élèves, comme les enseignants, à une manière différente de regarder le passé. C'est incontournable. Ça prend beaucoup de temps. Il faut aussi convaincre ceux qui font aujourd'hui les programmes scolaires, ceux qui sont partie prenante dans les inspections de l'éducation nationale, de travailler cette réflexion. Et on fait des va-arrière et des va-avant. Ça ne gagne pas à chaque fois. Mais en tout cas, la pédagogie, la manière d'expliquer, la manière de construire des expositions, on vient d'en parler, de faire des films, de faire des livres sur ces enjeux-là est essentielle parce qu'on n'a pas juste affaire à une prise de conscience simple. On a affaire à quelque chose qui est ancré dans la tête des gens, dans le corps des gens, dans le cœur des gens. C'est très compliqué et comme l'a très bien dit Lilian et ce que vous venez de répéter, ça a été totalement intériorisé, non pas simplement par ceux qui sont les descendants de ceux qui ont produit les images, mais par ceux qui étaient figurés sur les images. C'est-à-dire que nous avons affaire à une histoire monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un énorme changement par rapport à il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, où ces histoires, comme l'a dit Lilian, étaient comprises par ceux qui subissaient le poids de ces regards. Nous commençons à peine à rentrer dans un temps où cette histoire est partagée, et avec des réactions et des conservatismes absolus. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont peur, qui ne veulent pas, qui condamnent d'une certaine manière cette nouvelle manière de regarder le passé. Nous sommes rentrés dans ce temps-là, et il est très complexe. Personne n'a envie de perdre ses avantages. Personne n'a envie de perdre le regard qu'il a sur soi. Personne n'a envie de revivre une nouvelle lecture et de regard sur l'histoire passée. Et surtout, personne, mais alors vraiment personne, quand il a un avantage sur les autres, n'a envie, d'une certaine manière, qu'on vienne le questionner sur cet avantage. Et personne n'a envie, en fait, d'être embêté par ça, sauf tout le monde. Parce qu'indirectement, on est tout autant piégé quand on subit ces images que quand on les fait rémaner sur la Terre. Nous sommes entrés dans des sociétés, qu'on le veuille ou non, diversifiées, métissées, mondialisées. Notre temps est mondialisé. Donc aujourd'hui, c'est des formes de conservatisme qui sont presque un repli sur soi. Et donc, quelque part, une question identitaire majeure. C'est pour ça qu'aussi, il faut prendre beaucoup de pincettes sur ces questions. Parce qu'aujourd'hui, elles déclenchent des réactions qui sont d'une dangerosité absolue. Regardez les États-Unis. Regardez ce qu'a produit Trump. Nous sommes en quelque chose de tectonique. Donc on doit à la faire preuve de marcher en avant et en même temps avec une grande intelligence pédagogique pour pouvoir l'expliquer au plus grand nombre. Merci à vous.